Bonjour et bienvenue sur cette démonstration de découverte de la solution ExtraHop. Je suis Youssef Agarmin, Sales Engineer France chez ExtraHop. Alors ExtraHop fait partie des leaders des solutions NDR, dit Cloud Native, pour Network Detection and Response. ExtraHop permet de donner une visibilité Est-Ouest et d'adresser les menaces sur les environnements multi-cloud, IoT, data center. C'est une solution qui existe au format physique, virtuel et existe également en offre SaaS. Donc il s'agit d'une solution complètement passive et qui est non intrusive et qui va en fait collecter le trafic dans lequel elle va être déployée par le biais de TAP, SPAN, Virtual TAP, comme le VPC Mirroring sur Amazon. Alors aussitôt déployée, elle va donner une visibilité complète sur le trafic Est-Ouest en temps réel et ceci du niveau 2 donc jusqu'à la couche applicative. Alors quelques particularités qui en font une solution unique, c'est cette capacité en fait à extraire plus de 5000 métriques qui serviront à donner non seulement de la visibilité, mais également à nourrir le machine learning pour détecter les menaces. Un autre point essentiel, c'est la possibilité de déchiffrer le trafic TLS 1.2 et TLS 1.3 avec le support du PFS. Alors pour rappel, plus de 30% du trafic est chiffré en interne dans les entreprises, d'où l'importance d'être en mesure de déchiffrer les échanges pour détecter les menaces qui pèsent sur le système d'information. Et enfin, cette capacité à traiter des débits allant jusqu'à 100 gigabits par seconde au travers d'une seule appliance. Alors, je vous propose de passer à présent à la démonstration qui va s'articuler autour de trois axes majeurs qui sont la visibilité. Alors ici, ExtraHop a plus de 10 ans d'expérience dans les activités de monitoring et de performance applicative, qui est un prérequis pour la détection. Ensuite, nous adresserons la détection grâce aux différents algorithmes de machine learning. Et puis enfin, pour terminer, nous allons parcourir un exemple de workflow d'investigation. Alors concernant la visibilité, ce que nous avons sur la partie droite de l'écran est le résultat de la découverte de la classification automatique qui montre cette cartographie des flux qui représente donc l'activité des différentes machines au sein de l'organisation et qui est classée par protocole. Alors cette visibilité est donnée dès que la solution récupère le trafic réseau. Donc ce que nous pouvons voir ici, ce sont les communications entre nos machines sur les protocoles de base de données. Donc les clients ici effectuent des requêtes sur les bases de données et nous observons également le sens des communications qui sont affichées entre les machines. Dans cet exemple, ExtraHop a identifié automatiquement, ici nous avons l'exemple d'une architecture 3 tiers que nous pouvons observer et même visualiser le sens des conversations. Ensuite, nous pouvons analyser les communications en fonction du protocole choisi. Ici, nous avons les échanges de bases de données, puis on retrouve les échanges CIFS avec les partages de fichiers. Ensuite, nous avons des échanges autour des requêtes DNS, etc. Sur le côté gauche de l'écran, nous avons ici une visibilité sur un certain nombre de métriques qui affichent le pourcentage de changement de l'activité réseau comparé au même intervalle de temps précédent, et ce pour un même protocole donné. Donc notre intervalle de temps ici est de 6 heures, et ces indicateurs peuvent être utilisés pour signaler des problématiques de performance ou bien encore des activités suspectes, comme par exemple un certain nombre de communications TCP suspectes ici, ou encore un certain nombre d'erreurs 404 sur le protocole HTTP. Et nous pouvons également identifier les certificats utilisant des algorithmes avec des chiffrements dits insuffisants. Alors d'un point de vue architecture, cette découverte et classification automatique est réalisée par la sonde Discover, et toutes les informations que nous retrouvons dans le menu Asset proviennent de cette sonde appelée aussi EDA. On parlera de métriques ici. Nous avons également une deuxième sonde appelée Explore ou EXA qui va stocker toutes les transactions sous le menu Record. Et enfin la sonde Trace ou ETA qui permet une capture en continu des paquets pour des besoins de forensique que nous retrouverons sous le menu Packet. Donc ces trois derniers menus ici représentent les trois composantes principales de notre plateforme et nous allons voir par la suite au travers d'une investigation montrer comment nous pouvons naviguer depuis les métriques en passant par les transactions pour descendre au niveau du paquet. Alors depuis le menu Asset, nous allons sélectionner ici l'item protocole et qui présente une matrice de flux protocolaire dans laquelle nous avons identifié les serveurs et clients liés à chacun des protocoles utilisés dans l'organisation. Donc cette classification est faite à partir de l'analyse des activités et du comportement des machines dans le réseau. Cette matrice de flux peut être utilisée pour aider par exemple les migrations vers le cloud, ou bien tout simplement pour avoir une compréhension des applications qui sont utilisées dans l'organisation. Donc la première chose que fait la sonde EDA, une fois le trafic réseau reçu,
c'est de procéder à une retranscription des communications TCP pour chacune des machines, puis de procéder à un décodage protocolaire complet. Alors ce décodage protocolaire complet n'est pas basé sur de la signature ou bien de la DPI, Deep Packet Inspection, ni sur un numéro de port réseau, mais il s'agit vraiment d'une analyse en fait du payload. Et là, c'est un grand différenciateur en termes de visibilité et de sécurité, puisque ExtraHop est capable de gérer plus de 60 protocoles et environ 5000 métriques sont également indexés par A7. Alors en complément, on a aussi la possibilité d'être en mesure de déchiffrer le trafic TLS 1.2 et TLS 1.3 qui reste un point fort de la solution. Alors sur cette matrice de flux, nous pouvons constater que nous avons 6 machines ici qui jouent le rôle de serveur et 11 machines ici qui jouent le rôle de client pour des transactions de base de données. Et pour obtenir ces résultats, il n'est pas nécessaire de procéder à une configuration spécifique, comme par exemple configurer des plages IP correspondant au serveur ou bien au client, ou encore de spécifier des zones spécifiques. Alors tout cela est fait de manière automatique, out of the box. Alors maintenant, pour vous montrer ce que nous attendons par un décodage complet du protocole niveau 7, nous allons sélectionner ces 11 clients qui émettent des requêtes de base de données vers un certain nombre de serveurs de base de données. Donc on va cliquer dessus. Voilà, donc ici nous sommes en présence de nos 11 clients et nous constatons qu'ils agissent en tant que serveurs d'authentification AAA. On voit également qu'ils agissent en tant que serveur web, mais également ils sont clients sur des protocoles tels que CIFS et accèdent à des fichiers sur le réseau. Alors ils sont également clients de services tels que la base de données, tels que DNS, HTTP, etc. Alors tout en haut de l'écran, nous avons les différentes transactions qui sont opérées par ces 11 clients. Donc nous avons également un certain nombre d'erreurs, ici en rouge, qui ont été détectées et sur lesquelles nous pouvons faire du drill down. Et un peu plus bas, nous retrouvons nos différentes machines clientes qui sont listées en fonction du nombre de transactions effectuées. Alors nous avons également l'ensemble des méthodes utilisées, ici, sur les bases de données. Et enfin, nous retrouvons l'ensemble des bases de données qui sont requêtées. Et nous pouvons constater que EcoMap est la base de données la plus demandée ici. Et ci-dessous, nous retrouvons d'autres indicateurs, dont des indicateurs de performance. Alors pour les besoins de démonstration, nous allons faire un focus sur cette machine qui s'appelle Web2, afin de comprendre toutes les requêtes qui sont opérées par cette machine. Donc on va la sélectionner. Maintenant, nous sommes en présence vraiment de cette machine-là de manière très précise et nous retrouvons tout en haut de l'écran les transactions de niveau 7. Et on observe un grand nombre de requêtes qui ont été réalisées. Alors, il ne s'agit pas de volumétrie de flux ici, ce sont vraiment l'ensemble des transactions, donc à savoir le nombre de réponses aux différentes requêtes qui ont été effectuées. Alors, vous aurez également constaté un certain nombre d'erreurs qui apparaissent ici en rouge, sur lequel encore une fois on peut descendre d'un cran pour avoir plus de détails et aller jusqu'au niveau de la transaction et comprendre la raison des erreurs. Alors si on creuse ici davantage, on s'aperçoit que la base de données ici n'arrive plus à répondre par manque de ressources et c'est la raison pour laquelle nous avons ces erreurs-là. Et en dessous, nous retrouvons à nouveau des indicateurs de performance avec le processing time qui est le temps mis pour traiter les requêtes par nos serveurs et clients. Et encore un peu plus bas, nous avons cette fois-ci la liste des méthodes qui ont été utilisées par cette machine. Et dans mon cas très précis, je vais me focaliser uniquement sur cet utilisateur ExtraHop, EH, qui pour rappel est une métrique parmi les 5000 métriques supportées par la solution. Donc l'objectif pour moi ici étant de voir toutes les transactions de cet utilisateur sur mes bases de données. Alors nous avons à présent toutes les transactions de la base de données qui ont été réalisées par notre utilisateur EH. Et là il est important de préciser qu'ExtraHop n'a pas besoin d'agent pour donner cette visibilité, qui est native à la solution, grâce à la reconnaissance protocolaire de plus de 60 protocoles qui sont supportés par ExtraHop. Alors là, nous voyons l'heure à laquelle les transactions ont été faites, depuis l'IP source vers la base de données. Donc vous avez également les méthodes utilisées sur lesquelles nous pouvons filtrer, set, select, show, insert par exemple, etc. Et donc voir toutes les requêtes que nous avons effectuées depuis cet utilisateur sur la base de données, sur les bases de données, de manière très précise. Et même, nous avons la possibilité ici de visualiser les erreurs qui ont été détectées. Et encore une fois, nous retrouvons des indicateurs de performance, donc pour chacune des requêtes. Et il est également possible de rajouter des champs pour avoir la visibilité en fonction des besoins. Alors depuis cette interface, nous avons la possibilité de descendre d'un cran, de faire du drill down pour afficher cette fois-ci
les paquets bruts qui peuvent être capturés et récupérés pour des besoins de forensique et d'investigation. Alors on peut imaginer les envoyer à une solution tierce par exemple. Donc ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons utilisé un exemple de workflow qui a consisté à partir des échanges des bases de données depuis nos clients. Puis nous avons fait un focus sur l'utilisateur EH, qui a été notre métrique, et nous avons visualisé toutes les actions qui ont été menées par cet utilisateur-là. Et là, nous avons été au niveau transactionnel. Et enfin, nous avons visualisé les paquets au format brut pour un besoin de forensique. Alors cette approche top-down fait gagner beaucoup de temps, car sans ce type de solution-là et en cas de troubleshooting, on a généralement tendance à capturer tout le trafic, puis à essayer de remonter sur la cause du problème. Et ça, c'est vraiment très consommateur de temps. D'où l'importance que nous accordons ici vraiment à la reconnaissance protocolaire, qui nous permet justement de partir des métriques qui nous intéressent et de faire du drill down et d'être capable de passer par les transactions, puis de descendre encore sur les paquets. Voilà, donc nous avons couvert le premier point qui était celui de la visibilité et je vous propose de passer au deuxième point qui est celui de la détection. Alors nous allons donc faire un petit retour sur la matrice protocolaire. Voilà. Alors dans laquelle nous constatons ici un certain nombre de détections sur certains protocoles. Et comme déjà évoqué, nous analysons plus de 5000 métriques par équipement. Donc ça fait beaucoup d'informations à traiter et c'est justement là où le machine learning va intervenir, qui va effectivement absorber ces 5000 métriques et produire ce qu'on appelle des modèles dits prédictifs, donc être capable de prévoir le comportement des machines par rapport à ce que nous avons appris. Également, on va créer ce qu'on appelle des peer group modèles. Ce sont des groupes qui permettent de comparer en fait un comportement d'une asset dont le comportement serait différent par rapport en fait aux assets de la même classe. Et puis enfin, on va également réaliser ce qu'on appelle des modèles dits d'escalation de privilèges. Alors il existe plusieurs façons de basculer sur les détections et une très bonne transition ici, c'est directement de sélectionner en fait ces deux détections que nous avons sur le protocole HTTP et qui représentent un risk score relativement élevé qui est de 83. Donc voilà, donc nous retrouvons ici nos deux détections et pour chaque détection nous avons ici ce que nous appelons une carte de détection qui nous affiche toutes les informations relatives à cette détection. Donc je vous propose de décrire rapidement cette carte de détection. Donc nous retrouvons ici la date à laquelle a été déclenchée la détection. Nous avons également le risk score de notre détection et le nom de la détection qui est un Web Directory Scan. Alors ici nous retrouvons la catégorie qui correspond à une étape de notre CyberKill Chain sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Et ensuite nous avons une description très claire de la raison pour laquelle nous avons déclenché cette détection. Et ici en l'occurrence il s'agit d'un grand nombre de codes 404 sur le protocole HTTP qui ont été détectés. Un peu plus bas, nous retrouvons ici l'attaquant ainsi que la victime, avec la possibilité d'avoir plus d'informations sur le type d'OS, qui est Windows, ici qui est utilisé comme un serveur web Apache, avec ici la possibilité d'avoir toutes les informations autour des métriques, donc toutes les communications, et récupérer l'ensemble des paquets au format brut. Alors remarquez cette petite caméra que nous avons sur le client, qui nous donne des informations via notre threat intelligence sur lequel nous reviendrons dans un instant. Et en bas de notre carte de détection, nous avons le modèle dit prédictif qui nous informe que la valeur attendue sur le nombre d'erreurs 404 ici est de 0. Or, nous avons constaté ici un nombre élevé de codes de retour 404 sur les réponses HTTP. Donc, ce qu'a fait ExtraHop ici, c'est un apprentissage de votre environnement au travers du machine learning pour détecter des activités suspectes. Et à droite de l'écran, vous retrouvez les informations concernant le risk score. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons ici un risk score de 37, nous avons une probabilité ici d'utiliser ce vecteur d'attaque qui est considéré comme étant moyen. Alors la complexité ici reste relativement faible et l'impact au niveau business, l'impact métier reste également faible. Nous retrouvons un peu plus bas ici d'autres informations sur la détection. Et si nous descendons encore, nous avons systématiquement des références auxquelles vous pouvez vous appuyer pour avoir d'autres informations qui restent des informations externes. Alors toutes les données qui sont présentées sur les cartes de détection peuvent être transmises et envoyées à une solution tierce, comme par exemple une solution de SIEM au travers de l'API REST. Alors si on se penche à présent sur la deuxième détection, il s'agit d'une vulnérabilité qui a été exploitée sur le serveur Drupal avec un risk score élevé ici dans notre cas, et nous sommes certains que l'attaquant a réussi à prendre l'avantage sur cette vulnérabilité-là. Premièrement parce que nous avons ici l'URI qui a été exploité,
Et deuxièmement, parce que nous avons le form sur lequel a été injecté le payload. Alors on voit également cette petite caméra qui nous informe au travers de notre threat intelligence que l'adresse IP de l'attaquant est connue pour être malicieuse. Donc en effet, nous avons ici une IP qui a une très très mauvaise réputation parce qu'elle fait partie d'une liste de malware qui est connue. Alors si vous avez vos propres indicateurs de threat intelligence, vous pouvez importer ces informations directement sur la solution au travers du format Stix qui est supporté nativement par la solution. Alors la question que nous avons tous en tête à présent, c'est de comprendre comment notre serveur web s'est fait compromettre et quelles ont été les conséquences de l'attaque pour notre système d'information. Alors pour cela, on va utiliser maintenant le workflow qui va nous permettre de contextualiser l'attaque. Alors ici, nous sommes en présence d'une ligne de temps et il ne s'agit plus d'un événement qui est isolé, mais ce que nous voyons ici à l'écran, c'est vraiment les différentes étapes de la cyberkill chain qui présentent l'attaque depuis la phase de reconnaissance jusqu'à l'exécution de l'attaque. Alors là, nous sommes à l'instant T0 qui représente le temps de détection du scan sur notre serveur web Drupal. Et en termes de visibilité, nous retrouvons toutes les informations relatives à l'attaque, à savoir la carte de détection en haut de l'écran et avec un descriptif de l'attaque à droite. Donc si nous approfondissons cette première attaque de reconnaissance, nous apercevrons les différentes URI qui ont été scannées ici sur notre serveur web. Et nous remarquons que sur la plupart des accès, nous avons uniquement une seule réponse qui indique clairement que nous avons à faire ici un scan web sur notre serveur. Et en dessous, nous avons constaté un grand nombre de requêtes qui n'ont pas abouti et qui ont provoqué des réponses de type 404 car l'URI n'existe pas. Alors sur chacune des étapes de notre cyberkill chain, nous avons la possibilité d'envoyer des informations et de communiquer avec une solution tierce telle que les solutions de firewall, les solutions d'endpoint de type EDR et également les solutions de type NAC pour mettre l'attaquant en quarantaine. Alors, une minute après avoir effectué ici le scan sur notre serveur, l'attaquant a exploité donc cette vulnérabilité, la CVE 2018 7600, et nous avons ici le payload qui a été utilisé pour pouvoir corrompre notre machine. Alors 15 minutes plus tard, nous constatons que la victime est devenue l'attaquant, et en d'autres termes, l'attaquant a pris la main sur notre serveur Drupal, qui est à présent sur notre serveur interne, et en train d'émettre des requêtes de type DNS, très certainement pour trouver des éléments actifs qui pourraient être utilisés pour exercer son attaque. Ensuite, une minute plus tard, nous observons des scans de type TCP et nous apercevons des machines qui ont été scannées ici et qui portent le nom de physicien 1, physicien 2, physicien 3, etc. Nous remarquons une petite couronne sur certains de ces assets ici qui ont été positionnés automatiquement par ExtraHop car il s'agit en fait ici de machines qui sont critiques, qui ont automatiquement été détectées grâce à leur activité réseau, parce qu'elles jouent un rôle essentiel ici dans notre système d'information. Donc, ce que nous constatons, c'est que une fois que l'attaquant est accédé en fait sur notre réseau interne, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de dresser en fait une topologie interne afin de comprendre l'environnement dans lequel il se trouve pour préparer les autres attaques, les autres phases de l'attaque. Et si nous poursuivons donc la chronologie de l'attaque, nous constatons que notre serveur web ici essaye d'accéder en fait à d'autres machines au travers de l'outil pxexe, qui est un outil de déploiement à distance dans les environnements Windows et qui est généralement utilisé par les administrateurs. Alors, ici, visiblement, ce pxexe va servir en tout cas à faire un mouvement latéral ou une tentative de mouvement latéral dans notre cyberkill chain. Et ensuite, nous avons une attaque de type CFS brute force, avec des tentatives d'accès sur des fichiers réseau que nous pouvons aussi investiguer et visualiser quels sont les fichiers qui ont été lus, modifiés, etc. Et si on regarde la dernière étape de l'attaque, eh bien nous sommes en présence d'un malware de type crypto-monnaie. Et pour la petite histoire, WannaCry a été très médiatisé pour avoir profité des fuites des exploits Eternal Blue et Double Star. Mais cette vulnérabilité a été aussi utilisée pour infecter des centaines de milliers de serveurs Windows avec un crypto-mineur qui ont généré des millions de dollars de revenus. Donc ici, clairement, certaines de nos ressources internes sont utilisées par des malwares de type crypto-monnaie qui ont été infectés. Là, si on clique sur cette dernière, on s'aperçoit que notre machine .10 est l'une des victimes de ce malware-là. Alors il s'agit ici d'un très bon exemple d'attaque qui n'a pas été détecté par les équipements de sécurité périmétrique tels que
des solutions de type firewall, IPS, etc. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la visibilité sur le trafic Est-Ouest reste importante, puisque nous avons été capables de détecter cette attaque grâce à la visibilité et à la détection sur la base des communications internes. Donc autrement dit, ce qu'il faut voir, c'est que la sécurité périmétrique n'est pas suffisante pour détecter les attaques. Donc il est donc primordial que les sociétés aient une visibilité en interne, et c'est la raison pour laquelle le Gartner recommande fortement la mise en place des solutions de type NDR en complément des solutions EDR et puis également des solutions de type SIEM, que ce soit dans les environnements physiques ou dans les environnements cloud. Alors depuis cette interface, nous avons la possibilité de faire un focus sur notre serveur Drupal et d'avoir une vision complète de ses activités. Donc on va le sélectionner. Donc voilà, ici nous avons la visibilité complète sur le serveur Drupal. Donc nous pouvons observer les services pour lesquels il est serveur, et également les différents protocoles qui sont utilisés en tant que client. Nous trouvons le fingerprint à nouveau. Donc on voit qu'il s'agit d'une machine Windows qui est installée sur un serveur Dell. Et ensuite, ici nous retrouvons le trafic protocolaire en entrée et en sortie, donc beaucoup de métriques, beaucoup d'informations sur lesquelles nous pouvons bien évidemment faire du drill down et investiguer pour obtenir plus d'informations. Alors ce que nous allons faire ici, c'est directement de cliquer ici sur cette icône qui nous permettra de voir l'ensemble des communications de ce serveur-là. Donc ici, nous voyons l'ensemble des communications depuis et vers notre serveur web avec les protocoles utilisés et les directions des communications. Alors un élément intéressant ici, c'est ce cercle ici qui clignote en vert sur certaines machines et qui met en évidence des machines suspectes et qui pourraient correspondre en fait à des vecteurs d'attaque. Et nous pouvons sélectionner ces machines et voir les détections et ainsi observer la propagation d'une attaque en interne. Alors ceci dit, un autre point intéressant d'un point de vue sécurité, c'est également de voir les connexions suspectes qui sont détectées par notre Threat Intelligence. Alors et pour cela, nous allons cliquer sur Dashboard, ensuite sur Security. Voilà, donc nous avons ici beaucoup d'informations très intéressantes et particulièrement sur la partie Threat Intelligence dans laquelle nous pouvons observer ici un certain nombre de connexions suspectes. Nous pouvons également visualiser des connexions de type DNS suspect avec la possibilité bien évidemment d'aller dans le détail pour comprendre d'où proviennent ces détections. Si on regarde un peu plus bas, nous retrouvons des informations concernant les certificats utilisant des algorithmes de chiffrement faibles comme l'algorithme RC4 par exemple, qui sont connus pour des problèmes de sécurité durant les phases d'initialisation lors des communications. Et un peu plus bas, un autre élément intéressant, c'est le fait d'afficher l'ensemble des certificats qui vont expirer ou qui ont déjà expiré. Et c'est vrai que c'est une problématique régulièrement rencontrée aujourd'hui par les grandes entreprises qui ont beaucoup de certificats. Et c'est vrai que de gérer l'ensemble des certificats doit être maintenu pour garantir en tout cas un certain niveau de sécurité et de confidentialité. Et enfin, pour avancer dans notre présentation, nous allons passer sur l'Overview qui est une vision globale en termes de sécurité et qui présente l'ensemble des détections qui est généralement utilisées par les équipes SOC dans l'objectif d'identifier rapidement les menaces de sécurité et être en mesure de les traiter à l'aide du workflow pour identifier l'origine. Alors sur le côté gauche de l'écran, nous retrouvons le nombre ici de détections qui ont été classées par catégorie et qui font référence à notre Cyber Kill Chain. Donc tout est sélectionnable, vous pouvez cliquer sur l'exfiltration par exemple pour retrouver les cartes de détection que nous avons vues ultérieurement et détecter les machines qui participent à cette exfiltration et identifier les différentes étapes de l'attaque. Alors sur le milieu de l'écran, nous retrouvons le résultat de la classification et de la découverte automatique que nous avons vu en introduction, des différents équipements qui sont classés ici par rôle et puis par détection. Et encore une fois, vous pouvez sélectionner les détections qui nécessitent d'être investiguées en utilisant le workflow. Et enfin, sur la partie de droite, vous retrouvez toutes les détections, cette fois-ci qui sont classées par Risk Score, de manière à nous focaliser uniquement sur les détections les plus impactantes dans notre environnement. Alors nous avons beaucoup durant cette présentation parlé des détections sur le trafic Est-Ouest et de la visibilité, mais nous avons aussi la possibilité de gérer le trafic Nord-Sud
Donc pour cela, je vous propose de cliquer sur le menu périmètre, périmètre. Voilà. Et donc là, nous avons la possibilité de traquer les communications internes vers l'externe et vice-versa, qui représentent des connexions suspectes. Et donc être à mesure de détecter aussi des filtrations de type SSH. Alors ça, c'est un très bon exemple d'exfiltration. Et nous avons aussi la possibilité de détecter des communications de type Command and Control. Et dans notre cas, on voit que le serveur Drupal ici communique avec une machine, alors pour le coup en Russie, dont la réputation est très mauvaise. Alors voilà pour un premier niveau de présentation. Donc en résumé, nous avons évoqué lors de l'introduction la découverte automatique et la classification automatique des assets, donc par protocole. Nous avons également parlé des capacités de décodage autour du niveau 7 sur plus de 60 protocoles. Nous avons pris un exemple de base de données où nous avons traqué et suivi en fait un utilisateur EH pour comprendre en fait ses activités autour des bases de données. Ensuite, nous avons également mis en évidence le workflow nous permettant de passer des métriques jusqu'aux transactions et ensuite jusqu'au paquet brut. Et nous avons par la suite montré les capacités de détection en utilisant en fait les 5000 métriques au niveau du machine learning et avec les capacités d'investigation au travers du workflow. Donc merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le mail suivant youssef@extrahop.com. YOU2SEF